Elle croyait avoir trouvé l'amour. Il est parti un matin sans prévenir. Sur la table, une phrase assassine. « Je ne t'ai jamais vraiment aimé ». 1 an plus tard, elle allume une bougie quotidiennement depuis son départ. Un geste banal, devenu rituel. Mais ce soir-là, la bougie met feu au rideau. Et elle ne bouge pas. Dans ce nouvel épisode intime et saisissant, je te raconte l'histoire d'Élise, une femme douce, brillante, aimante, qui s'est effacée pour mériter l'amour, jusqu'à ce qu'un feu réveille ce qu'elle avait oublié, sa propre vérité. Parfois, il faut que ça brûle, pour qu'on ose enfin exister. Le chagrin d'amour n'est pas causé par le départ de l'autre, mais par la chute brutale de notre illusion. Krishnamurti. Là où les traumas prennent la parole, ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Le soir où tout brûle, il est 19h. Élise répète le même rituel. Elle rentre chez elle, retire ses chaussures doucement, toujours dans le même ordre, pied droit, puis pied gauche. Elle dépose son manteau sur la chaise, vérifie les fenêtres, ajuste un coussin sur le canapé, puis elle entre dans sa chambre, prend une bougie blanche posée sur la commode, l'allume sans y penser et la place au bord de la fenêtre. C'est presque un geste religieux, mais ce soir-là, quelque chose change, presque imperceptiblement. Peut-être est-ce le vent qui souffle plus fort, ou ce silence, plus pesant que d'habitude. Peut-être est-ce elle, tout simplement, qui est trop fatiguée pour tout répéter encore une fois. Alors elle oublie. La bougie reste allumée, sans surveillance, pendant qu'elle s'enferme dans la salle de bain. L'eau coule, longtemps, trop longtemps. Dans la chambre, la flamme, elle vacille, puis elle prend. Le tissu léger du rideau s'enflamme sans bruit, comme si l'air lui-même s'était préparé à cet incendie. Élise sort de la salle de bain, une serviette nouée autour du corps. Elle voit la lumière étrange au bout du couloir, ce reflet dans le miroir de l'entrée. Elle avance lentement, très lentement, et elle le voit, le feu. Ses bras rouges, mouvants, vivants. Elle ne crie pas, elle ne court pas, elle ne cherche pas à l'éteindre. Elle reste là, debout, silencieuse, une main posée contre l'encadrement de la porte. Et pendant plusieurs secondes, ou peut-être minutes, elle ne saurait le dire, elle regarde ce feu dévorer ce qu'elle a mis 1 an à conserver. Le rideau, la chaise près du lit, le tapis, un livre posé au sol, annoté, celui qu'il lui avait offert. Elle ne pense à rien, ou plutôt si. Elle pense que c'est peut-être la première chose vraiment vivante qu'elle a vue depuis longtemps. Le feu, lui, ne ment pas. Il brûle. Il ne demande pas la permission. Et dans cet instant figé, au cœur du chaos, elle ressent quelque chose d'inattendu, un soulagement, un relâchement, comme si tout ce qui était trop lourd, trop figé, trop contenu, venait de se fissurer sous ses yeux. Elle ne le sait pas encore, mais ce feu est une métaphore vivante. Ce n'est pas seulement l'appartement qui prend feu, c'est une illusion qui s'effondre. Une femme douce, une vie effacée. Élise, 38 ans, un prénom doux, presque effacé lui aussi. Elle travaille depuis 10 ans dans un centre pour jeunes en rupture. Les collègues l'admirent, la décrivent comme une âme lumineuse, toujours présente, toujours à l'écoute. On l'appelle quand un adolescent hurle ou casse tout. C'est elle qu'on envoie, parce qu'elle a ce truc, ce calme désarmant, cette voix qui n'élève jamais le ton. Mais personne ne se demande ce que ça lui coûte. Elle vit seule, dans un appartement plein de douceur, des plantes suspendues, des guirlandes de lumière, des murs en lin et des bibliothèques croulant sous des romans d'amour et des essais de psychologie. Un cocon, un refuge, un piège aussi. Elle a toujours été discrète, effacée, disait son ex, parfois en souriant, parfois en la blessant. Mais ce n'est pas de l'effacement, c'est un mécanisme, une stratégie de survie. Petite, elle vivait dans une maison silencieuse. Un père absent, fuyant, qui rentrait tard et repartait tôt. Une mère nerveuse, souvent en larmes,
parfois violente, mais jamais vraiment présente. Alors Élise a appris à ne pas faire de vagues, à deviner les humeurs, à éviter les crises. Elle a grandi avec cette idée étrange que pour mériter l'amour, il fallait être utile, discrète, adaptable. Elle ne se plaignait pas, elle attendait qu'on vienne vers elle, mais on ne venait jamais. Adolescente, elle se réfugiait dans les livres. Elle admirait les femmes fortes, passionnées, celles qui faisaient vibrer les hommes. Elle n'osait même pas dire quand elle avait froid. Elle s'excusait d'exister. Et puis un jour, elle a rencontré Thomas. Il était solaire, drôle, intense. Il parlait fort, riait trop, vivait à 1000 à l'heure. Il l'a choisie, elle. Et pour la première fois, elle a eu l'impression d'être vue. Elle s'est sentie exister dans ses yeux. Mais très vite, elle s'est adaptée, encore. Elle a arrêté de dire ce qu'elle aimait. Elle a suivi ses envies à lui, ses horaires, ses goûts. Quand il était triste, elle devenait thérapeute. Quand il était distant, elle devenait silencieuse. Quand il revenait, elle redevenait amoureuse. Et tout le monde voyait une belle relation, une complicité, une belle énergie. Mais elle vivait dans l'attente, l'angoisse du silence, la peur constante qu'il parte. Alors, quand il est parti, c'est comme si tout s'était effondré, sans même avoir été construit. Le départ, l'anniversaire, le vide. Ce jour-là, le ciel était clair, un printemps doux, presque joyeux. Élise s'était levée plus tôt que d'habitude, c'était son anniversaire, une date qu'elle n'aimait pas particulièrement, mais qu'elle avait décidé cette fois de rendre belle. Elle avait cuisiné un gâteau la veille, un fondant au chocolat, sa spécialité. Elle avait acheté une bouteille de vin, celui qu'il préférait, un Bourgogne corsé, parce qu'il disait qu'elle avait trop souvent peur du goût fort. Elle avait même sorti une vieille playlist qu'ils écoutaient au début, celle des premières semaines, celle des rires sur le parquet, des verres renversés, des promesses murmurées. Elle voulait lui parler, pas d'un truc immense, juste d'une idée. Elle sentait son horloge interne vibrer. Elle avait ce désir d'enfant qui revenait doucement. Et elle croyait vraiment que Thomas serait réceptif, qu'il était prêt, qu'ils étaient prêts. Ils n'avaient jamais vraiment parlé d'enfant, mais elle s'était dit, ce soir peut-être. Alors elle avait mis sa plus belle robe. Elle avait souri dans le miroir, un sourire tremblant mais sincère. Il s'est levé lui aussi ce matin-là, un peu plus distant que d'habitude. Il a bu son café sans dire un mot, a regardé son téléphone plus que son visage. Elle a cru que c'était la fatigue. Elle lui a proposé une tartine, il a refusé. Et puis sans crier gare, il a dit « Je vais chercher du pain, tu veux quelque chose d'autre ?» « Non merci, juste toi » avait-elle répondu en souriant. Elle l'a entendu claquer la porte. Elle ne l'a plus jamais entendu revenir. Au début, elle a pensé à un accident, puis elle a imaginé une surprise, un bouquet de fleurs, une bague, des amis cachés quelque part. Mais à midi, toujours rien. À 16h, son cœur s'est mis à battre plus fort. À 18h, elle ne respirait plus. À 20h, elle a trouvé le mot, sur la table, sous son livre, comme un post-it oublié. Quelques mots écrits rapidement, comme une excuse pour une réunion annulée. « Je ne t'ai jamais vraiment aimé, je suis désolée, prends soin de toi. » Pas de signature, pas de colère, pas d'explication, juste une phrase, comme un coup près. Ce jour-là, ce n'est pas son anniversaire qu'elle a enterré, c'est toute une version d'elle-même, celle qui croyait en l'amour inconditionnel, celle qui pensait qu'être douce suffisait, celle qui avait construit un avenir sur des silences. Et ce vide, ce gouffre qui s'est ouvert en elle, ne s'est jamais vraiment refermé. La dépendance masquée par la douceur. Ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est qu'Élise n'était pas simplement amoureuse, elle était dépendante, mais pas dans le sens caricatural qu'on associe souvent à la dépendance affective. Chez elle, il n'y avait ni crise, ni supplication, ni jalousie excessive. Non, chez elle, la dépendance était invisible, dissimulée derrière une douceur exemplaire, une empathie sans faille, un calme presque clinique. C'est précisément ce qui la rendait si aimable et si vulnérable. Gabor Maté
dit que le plus grand drame du traumatisme, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce qu'on a dû abandonner en nous pour survivre. Et Élise, elle, avait abandonné son propre centre. Elle avait appris très tôt à se construire, à partir des autres. Petite, chaque émotion exprimée entraînait une tension dans la maison. Un mot de trop, un chagrin trop bruyant, et la mère s'effondrait. Le père fuyait encore plus. Alors elle s'est adaptée, elle est devenue utile, elle a décrypté les signaux faibles, devancé les besoins, elle a appris que sa sécurité dépendait de sa capacité à ne jamais déranger. Et ce schéma, elle l'a reproduit, encore et encore, dans ses amitiés, dans son travail, et surtout dans ses relations amoureuses. Elle tombait amoureuse des hommes qui avaient besoin d'être consolés, réparés, écoutés. Elle croyait les aimer pour ce qu'ils étaient. Mais en réalité, elle s'aimait à travers leurs besoins d'elle. C'était une forme subtile de dépendance. Être nécessaire pour se sentir aimée. Si l'autre n'avait plus besoin d'elle, elle n'avait plus de valeur. La théorie de l'attachement, développée par Bowlby et approfondie par Mary Ainsworth, parle de ces configurations précoces où l'amour devient inconditionnel. Élise, elle, avait un attachement anxieux-dépendant. Elle ne le savait pas. Elle se croyait autonome, libre, stable. Mais à l'intérieur, elle était constamment en hypervigilance. Un message qui tarde, une absence prolongée, et tout s'effondrait dans sa tête. Mais au lieu d'exprimer son insécurité, elle compensait. Elle faisait encore plus, écoutait encore plus, aimait plus fort, jusqu'à disparaître elle-même. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était une stratégie de survie. Et Thomas, il l'avait vu, et peut-être, inconsciemment, avait-il exploité ce vide. Là est la blessure la plus profonde. Pas qu'il soit parti, mais qu'elle ait donné tout d'elle-même à quelqu'un qui n'en voulait pas. Et elle ne pouvait pas s'en vouloir de l'aimer, mais elle devait apprendre à se demander pourquoi ai-je aimé à ce point quelqu'un qui ne me voyait pas. L'appartement figé, le musée du passé. Depuis le départ de Thomas, l'appartement d'Élise est devenu un sanctuaire du silence, un lieu où le temps s'est arrêté, où le passé flotte comme une brume qui refuse de se dissiper. Rien n'a bougé. Presque rien en tout cas. Dans la salle de bain, sa brosse à dents est toujours là, bleue, usée, posée près du miroir. Dans le placard, une chemise blanche qu'il portait souvent pend encore, soigneusement rangée. Et sur la table du salon, 2 verres à vin, l'un utilisé, l'autre intact, celui de Thomas. Elle ne les lave pas, elle ne les range pas, comme si elle avait peur qu'en les faisant disparaître, elle confirme qu'il ne reviendra jamais. Les murs sont devenus des témoins silencieux, chaque objet un souvenir, un piège aussi. La maison n'est plus un lieu de vie, c'est un mausolée. Tout est figé dans une attente qui n'a plus d'objet. Le matin, elle ouvre les volets mécaniquement. Le soir, elle allume une guirlande lumineuse. Elle vit dans des gestes automatiques, des rituels minuscules censés combler l'absence. Et cette absence n'est pas seulement celle de Thomas, c'est celle de sa propre voix, car dans cet appartement, on ne parle plus. Même avec elle-même, Élise ne dialogue plus. Elle pense en silence. Elle pleure en silence. Elle survit dans l'ombre d'un amour qui n'a jamais vraiment été. Ses amis lui disent de sortir, de jeter ses affaires, de passer à autre chose. Mais comment passe-t-on à autre chose quand cette chose est devenue notre seule définition ? Quand aimer quelqu'un devient la seule façon qu'on a trouvée pour se sentir réel, alors elle garde tout. Non pas parce qu'elle espère encore, mais parce qu'elle ne sait pas qui elle est sans cette douleur. Le salon, c'est leur premier fou rire. La cuisine, leur discussion de nuit. La chambre, le dernier baiser avant qu'ils ne partent. Elle s'est enfermée dans ce théâtre vide, où la pièce ne se joue plus, mais où le décor reste. Et parfois, dans les soirs plus durs, elle se surprend à lui parler à voix basse. Elle s'assoit dans le canapé, regarde la porte d'entrée et murmure « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» Mais même cette voix-là finit par se taire. C'est dans ce huis clos, ce musée du passé, figé dans l'attente, que le feu commencera.
Et ce ne sera pas un accident, ce sera un cri. Le piège de l'illusion amoureuse. Ce n'est pas lui qu'elle aimait, pas vraiment. C'est ce qu'elle avait projeté sur lui, ce qu'il représentait, ce qu'elle croyait qu'il allait réparer en elle. Thomas n'était pas un homme exceptionnel. Il était même d'une certaine manière prévisible, fuyant, instable, incapable de recevoir l'amour sans se sentir piégé. Mais dans ses yeux, Élise avait vu autre chose, une promesse, un refuge, une réponse à un vide trop ancien pour avoir un nom. Elle n'était pas tombée amoureuse d'un homme, elle était tombée amoureuse d'une illusion. Et cette illusion, c'était l'espoir qu'un jour, quelqu'un l'aimerait assez pour qu'elle se sente entière. Krishnamurti l'exprime avec une clarté tranchante. La peur de ne plus être aimé est l'illusion principale du mental. Et c'est cette peur, sourde, permanente, qui guidait chacun de ses gestes. Être douce, être disponible, ne pas déranger, faire tout ce qu'il faut pour qu'on reste. Elle ne voulait pas être vue, elle voulait être choisie. Et pour être choisie, elle a renoncé à se montrer. Mais peut-on réellement être aimé quand on se camoufle ? Peut-on appeler amour le fait d'être accepté pour un masque ? La vérité crue, c'est que l'amour d'Élise n'était pas inconditionnel. Il était conditionné par l'attente d'un retour. Et cette attente l'a enchaîné. La psychologie contemporaine parle de projection narcissique inversée. On choisit inconsciemment un partenaire, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'on espère devenir grâce à lui. Thomas était censé lui renvoyer l'image d'une femme aimable, aimée, digne d'attention, mais il n'a jamais signé pour ce rôle. Et quand il est parti, ce n'est pas seulement un homme qui l'a emporté, c'est un échafaudage entier de croyances, une identité bâtie sur l'autre. C'est là que le feu, plus tard, prend tout son sens. Ce n'est pas une destruction, c'est une désillusion. Un déshabillage brutal de tout ce qui sonnait faux. Car la vraie solitude ne vient pas de l'absence de l'autre, elle vient de cette absence de soi, qu'on traîne même dans les bras les plus pleins. Il ne s'agit plus de se demander pourquoi il est parti, mais pourquoi elle s'était accrochée à ce mirage. Et quand cette question s'impose, nue, insoutenable, elle ouvre une brèche. Une brèche où peut enfin entrer la vérité, pas celle qui console, mais celle qui libère. Le feu comme éveil. Le feu gagne, d'abord doucement, comme une caresse, puis avec une fureur maîtrisée, il grimpe sur le rideau, avale le bord du lit, lèche le tapis. Une odeur âcre emplit la pièce, un mélange de cire fondue, de tissu brûlé, de passé qui se consume. Et Élise regarde. Elle ne crie pas, elle ne panique pas. Elle observe, immobile, comme si cette scène lui appartenait depuis toujours, comme si son corps savait, bien avant elle, que ce moment devait arriver. Ce n'est pas un suicide, ce n'est pas une pulsion, c'est un rite. Le feu est là pour elle, pour faire ce qu'elle n'a jamais eu la force d'accomplir, détruire ce qui l'empêche de renaître. Les objets tombent en cendres un à un. La chemise qu'il avait oubliée, le livre qu'il lui avait offert, les bougies autour du lit, les cadres posés là, les souvenirs figés. Elle regarde tout ça brûler. Et à l'intérieur, quelque chose se soulève, un poids, un nœud, une corde invisible qui, soudain, se relâche. Elle a cette pensée, brutale, viscérale. Je ne veux plus survivre dans l'attente, je veux vivre, même seule. Et à ce moment-là, elle bouge. Elle court chercher un extincteur. Heureusement qu'elle en avait un. Puis un seau, elle jette tout sur les flammes. Elle étouffe la rage. Elle éteint l'illusion. Quand elle rouvre les fenêtres, une fumée grise s'échappe lentement, comme un souffle libéré. Il ne reste que le silence. Mais c'est un silence neuf, pas celui de l'absence, celui de la possibilité. Elle s'assoit au sol, épuisée, entourée de débris, et elle pleure. Pas des larmes de chagrin, des larmes de retour. Elle sent pour la première fois depuis longtemps l'air entrer librement dans ses poumons. Elle n'a plus besoin de faire semblant, plus besoin d'attendre qu'on l'aime, parce qu'au cœur du feu, quelque chose a brûlé définitivement. Son illusion que l'amour devait venir de l'extérieur.
Ce feu a révélé une autre vérité. Elle ne manque de rien. Elle est complète, même dans le vide, même dans la solitude. Et ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Élise n'est pas un cas isolé, elle est un miroir. Elle avait coché toutes les cases, gentille, prévenante, aimante, discrète. Elle croyait bien faire, elle croyait aimer, elle croyait être en sécurité. Mais cette sécurité était une prison, un mensonge bien emballé dans des gestes doux et des silences polis. Elle ne vivait pas, elle s'adaptait. Et cette adaptation, nous y sommes nombreux à la confondre avec de la maturité. On dit « c'est normal », il faut faire des compromis, l'amour c'est du travail. Combien sommes-nous à confondre l'amour avec le fait d'être choisi? Combien sommes-nous à effacer, à nous adapter, à nous faire tout petits, dans l'espoir que quelqu'un un jour nous regarde enfin comme un rêve d'être vu? On se mutile à petit feu pour tenir debout dans une relation bancale, et on appelle ça amour? Alors non, ce n'est pas un gage de force que de taire nos besoins, et ce n'est pas de l'amour que de devoir disparaître pour être accepté. On ne guérit pas d'une trahison en l'analysant, on ne reconstruit pas son cœur en le protégeant davantage, on renaît en laissant brûler tout ce qu'on croyait devoir être pour mériter l'amour. Le feu d'Élise n'a pas détruit sa vie, il a détruit le décor d'une pièce où elle jouait un rôle qui n'était pas le sien. Et dans les cendres de ce rôle, une femme réelle a émergé, pas parfaite, pas toujours forte, mais présente, et enfin libre de se rencontrer. Elle n'a pas attendu qu'on vienne la sauver. Elle s'est sauvée elle-même, en regardant la vérité en face. Alors, si tu écoutes cette histoire avec un pincement dans la poitrine, si tu reconnais dans ces silences quelque chose de toi, et si tu n'avais plus peur d'être rejeté, abandonné, critiqué, pose-toi cette question simple. Qui serais-tu si tu ne cherchais plus à être aimé, mais à être vrai? Parce que l'amour, le vrai, ne commence jamais dans les bras d'un autre. Il commence dans l'instant où tu cesses de t'abandonner toi-même. Et parfois, il faut que ça brûle pour que tu reviennes à toi. Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a éclairé sur tes doutes, tes craintes et à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer sur tes faiblesses. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite!